Y a-t-il des opportunités d'investissement dans les dossiers qui m'ont été demandés par les abonnés? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez rejoindre le canal Telegram pour demander vos analyses. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. On commence tout de suite avec la sélection des abonnés. Donc, les colonnes. Ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio cash flow, les types de valorisation par rapport aux actifs tangibles, le rendement des capitaux investis, qui est une rentabilité plutôt opérationnelle, face à ici la rentabilité financière, qui est le rendement des fonds propres, le levier en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende s'il y en a un, free cash flow par rapport au bénéfice net, et le payout ratio qui est la proportion de bénéfice net versé en dividende. Mais il faut se rappeler que le dividende est payé via les free cash flow, donc il faut que les free cash flow soient à minima équivalents au bénéfice net. Allez, j'ai trié la liste par market cap. Donc le premier dossier, c'est Berkshire Hathaway qui m'a été demandé. Compliqué à analyser puisque c'est un conglomérat, une société de portefeuille. Donc en réalité, pour connaître la valeur de l'entreprise, il faut aller regarder la valeur des participations. Donc il y a des participations qui sont cotées, mais d'autres qui ne sont pas. Donc compliqué. D'autre part, on peut quand même regarder la valorisation en termes de price earning. Donc on va aller regarder ça tout de suite. La croissance du chiffre d'affaires est positive, 8% en rythme annualisé sur 5 ans, c'est plutôt pas mal. Pour une société financière, on va regarder le multiple de price earning, ça se paye 16 fois. Bon, pour les holdings, oui, normalement, il faut, enfin, pour les financières, globalement, moi, j'aime bien quand elles sont décotées, en dessous de 10. Mais Berkshire Hathaway, c'est Berkshire Hathaway, donc ça se paye toujours très cher. Il y a pas de décote par rapport aux actifs tangibles. Donc en fait, Warren Buffett dirait lui-même que Berkshire Hathaway est surévalué. Et d'ailleurs, c'est très simple, pour savoir si, c'est sous-évalué ou pas. Quand c'est sous-évalué, Warren Buffett fait des rachats d'actions. Donc là, c'est pas le cas en ce moment. Moi, je pense que c'est, un peu cher. Donc voilà. Alors rendement des fonds propres à 10 c'est pas exceptionnel, Pour une, holding, on veut minimum 10 mais 10 c'est un strict minimum. Donc et pas de dividendes de verser. Évidemment, Berkshire Hathaway n'a jamais versé de dividendes, sauf une fois. L'entreprise préfère faire des rachats d'actions pour rendre la valeur aux actionnaires, puisque ça engendre pas de frottement fiscal, contrairement aux dividendes. Bon voilà, Berkshire Hathaway, on peut, mais je ne suis pas sûr que ça permettra de surperformer le S&P 500 à long terme. Maintenant, je pense que l'entreprise est trop grosse. Je pense qu'il y a mieux à faire. Applied Materials. Donc eux, ils font. Est-ce que j'ai mis la page ici? Oui. Alors eux, ils fournissent les équipements, services et logiciels pour la production de semi-conducteurs. Donc superbe thématique, thématique de long terme, les semi-conducteurs. Donc c'est on va dire, c'est une large cap, mais une petite large cap au sens américain. 130 milliards de dollars de market cap, 12% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc la croissance est forte. Les multiples sont plutôt raisonnables. Moi, je pense que c'est parce que c'est le secteur qui est plutôt orienté matériaux de base et moins haute technologie. On est plus proche d'un Soitec en France que d'un Nvidia, par exemple. Donc là, les multiples sont plutôt bas. 14 en VE sur EBITDA, 19 en PE, 22 en price of cash flow. Alors c'est plutôt bas pour une entreprise qui fait de la croissance, j'entends, parce que c'est pas value pour autant. C'est même, allez, d'un point de vue américain, on va dire que ce sont des multiples raisonnables. Il faut se rappeler que aux États-Unis, les multiples sont souvent plus élevés qu'en Europe. Rentabilité très bonne, 29% rendement des capitaux investis, c'est excellent. Super rendement des fonds propres aussi, sans levier, donc c'est pas mal. Alors peut-être qu'ils font des rachats d'actions aussi, ce qui vient améliorer, rachats d'actions pour les annuler, ce qui vient améliorer le rendement des fonds propres. Pas de dette à signaler, un petit dividende avec un payout ratio à 20%. Voilà, c'est soutenable ce dividende, il va monter tranquillement, je pense. Donc bon dossier de croissance à mon avis, oui. Pareil, ça se paye relativement pas trop cher. Donc sur ce genre de dossier, comme c'est de la croissance, il faut y aller plutôt sur le moyen terme, on va dire, moyen long terme. Donc les multiples ne sont pas très chers. Donc c'est pour ça que je peux dire, on peut y aller sur du 3 à 5 ans. Mais pas du court terme, à mon avis, puisque les multiples voilà, sont un petit peu élevés, même si c'est pas exorbitant. Bon, voilà. Donc bon petit dossier de croissance. Si vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec The Trade Desk. Alors eux, ils font de la pub. C'est des plateformes de pub. Ça, c'est un business que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. J'ai toujours beaucoup de mal à le comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a beaucoup de plateformes, il y a des enchères en temps réel, etc. Donc c'est de la haute technologie. On est sur
on va dire une mid-cap au sens américain, hein, 25 milliards de dollars de market cap, 32% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est très fort comme croissance. Du coup, les multiples sont élevés, hein, 38 en VE sur EBITDA, 63 en PE, 34 en price to free cash flow. Donc ça fera partir en courant en investisseur value, bien entendu, même un investisseur dans la croissance à prix raisonnable, je pense, hein. 11% vraiment les capitaux investis. Donc ça, à mon avis, c'est pas exceptionnel vu que c'est du logiciel. Sur du logiciel, surtout aux US, on peut quand même espérer avoir du 15%. C'est pas le cas ici, mais c'est parce qu'à mon avis, ils gagnent des parts de marché. Donc quand on est dans un marché et qu'on n'est pas leader, forcément, on n'a pas la meilleure rentabilité. Donc peut-être, je pense qu'avec la forte croissance qu'ils font, ils doivent gagner des parts de marché. Donc la rentabilité devrait monter dans les publications précédentes, suivantes. Pas de dette à signaler, c'est très bien. Pas de dividende de verser. Donc là, The Trade Desk, c'est déraisonnable comme valorisation. Donc c'est minimum 5 ans d'investissement parce que les multiples sont très élevés. Et quand on prend des multiples très élevés, eh bien, s'il y a une publication qui est un peu en dessous des attentes, les multiples se dégonflent très rapidement. Donc méfiance là-dessus, hein. Plutôt pour du long, voire très long terme, ce dossier. Ensuite, on est sur Sartorius Stedim Biotech. Alors eux, ils font plutôt des outils, c'est plutôt de l'équipement en fait pour la biologie. 20 milliards de dollars de market cap, donc c'est plutôt une large cap au sens européen. 13% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. La croissance est forte, les multiples sont très élevés. 27 en VE sur EBITDA, 76 en PE, 35 en price free cash flow. La rentabilité est faible, on a vraiment un capital investi qui est à 5. Il y a beaucoup de dettes. On est presque à 3 fois les EBITDA en dette nette. Moi, je trouve que ce dossier ne mérite pas des multiples aussi élevés. On a un peu de croissance, mais la rentabilité est plutôt médiocre et on est endetté. Pas de dividende, enfin un petit dividende à signaler, mais rien de fantastique. Moi, je pense qu'il vaut mieux être à l'écart de ce dossier, hein. Je ne suis pas convaincu par Sartorius. Gartner, célèbre entreprise de, on va dire, de conseil américain qui fait des classements en fait sur les études de marché. Surtout, ils sont très bons là-dessus. J'aime bien ce genre de business model puisque c'est pas intensif en capital. On est à 18 milliards de dollars de market cap, plutôt une mid-cap au sens américain. 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Croissance quand même soutenue. 13 en BE sur EBITDA, 15 en PE, 12 en vrai sous cash flow. Je trouve que c'est raisonnable comme valorisation pour une boîte américaine. 26% de rendement du capital investi, excellent. Oula, on a 116% de rendement des fonds propres. Ça veut dire une seule chose, ils rachètent massivement leurs actions pour les annuler. Puisque du coup, au dénominateur du rendement des fonds propres, on a évidemment les capitaux propres. Et si on rachète des actions pour les annuler, fatalement, les capitaux propres ils diminuent. Donc ça booste énormément le rendement des fonds propres. Mais ça aussi booste la croissance des bénéfices par action, hein, puisque bénéfices par action, il y a par action. Donc si on a moins d'actions, puisqu'on les annule, forcément, ce ratio augmente. Alors, on est sur une dette nette qui est presque nulle et pas de dividendes de versés. Donc, en fait, ils font la majorité du rendement de l'actionnaire du retour à l'actionnaire via les rachats d'actions pour annulation. Eh bien, c'est un dossier que je trouve intéressant. Donc un bon dossier de croissance à prix raisonnable avec une superbe rémunération d'actionnaires via les rachats d'actions. Donc j'aime bien ce dossier. Ensuite, on est sur SES. Donc eux, ils font des satellites. Alors contrairement à Eutelsat, je pense que ce dossier est un petit peu moins risqué. On est sur une mid-cap, 3 milliards de dollars en market cap. Pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. En fait, on perd de part de marché assez violemment, hein, sur SES et Eutelsat à cause de SpaceX et de Starlink, hein. Donc ça fait mal. On est à 4 en VE sur EBITDA, 3 en price cash flow et une perte nette sur 12 mois. Mais c'est pas très grave la perte nette puisque c'est une perte non cash. Ils ont dû passer des énormes dépréciations, amortissements, de provisions. Voilà. En tout cas, ils ont passé des éléments de non cash qui font que le résultat net est négatif, mais en fait, il y a quasiment 1 milliard de free cash flow, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, les multiples sont très bas, c'est value, je dirais. Très faible rentabilité, 2% vraiment des capitaux investis, et on a une fois les EBITDA en dette nette. Il y a un dividende qui a indiqué, le d'ici, ça indique que c'est pour l'année en cours. 7% de dividende, ouais, c'est soutenable, je pense, parce qu'on est sur des free cash flow qui sont quand même assez énormes, hein, sur 1 milliard, donc c'est soutenable. Voilà, SES, c'est plutôt une recovery. C'est spéculatif, ça reste spéculatif, c'est un marché qui est compliqué, il y a une très forte concurrence. Donc là, plutôt prudence, hein, sur ce dossier, c'est quand même un peu dangereux. Donc on peut le faire, mais étudiez bien quand même lisez les rapports financiers, étudiez bien le marché, regardez les éléments qui font que la recovery se confirmera ou pas sur SES avant d'investir. Ensuite, on est sur Multiconsult. Alors eux, c'est une boîte de conseil en ingénierie. Donc, conseil en ingénierie, ils ne disent pas leurs clients finaux, mais je pense que ça va être surtout vu que c'est norvégien, je pense que c'est surtout du pétrole, hein. Bon, en fait, je pense que même c'est multiconsult, hein, comme le nom l'indique, je pense qu'en fait, c'est plutôt diversifié. Bon. Donc, j'aime bien ces business models.
parce que en général, on est à BFR négatif sur les dossiers, les boîtes d'ingénierie, puisque ce sont les clients qui financent la réalisation des projets. Donc, ça, être à BFR négatif, c'est superbe parce que ça permet de libérer des emplois au niveau de la trésorerie, donc c'est excellent. Des emplois au sens comptable du terme, hein, bien entendu. 540 millions de dollars de market cap, donc c'est une small cap, on va dire au sens européen. Allez, mid cap à la limite, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bonne croissance, des multiples qui sont relativement bas. On a 8 en VE sur EBITDA, 13 en PE, 10 en price free cash flow. Bien, c'est pas très cher. Rentabilité qui est très bonne, 17% vraiment les capitaux investis. C'est normal, on est sur des boîtes qui n'ont pas besoin de beaucoup de capital pour opérer. Surtout qu'en plus, ce sont les clients moins qui vous fournissent le capital. Du coup, c'est à BFR négatif. 35% vraiment des fonds propres, avec pas beaucoup d'endettement. Donc, je pense que pareil, ils font des rachats d'actions pour les annuler. Hein, c'est ce qui augmente vraiment les fonds propres. Une fois EBITDA en dette nette, c'est très soutenable. 5% de rendement du dividende, pas mal, hein, surtout dans une monnaie solide comme la couronne norvégienne. On est sur un payout ratio de 50%, soutenable, il y a l'effet cash flow. Très bon dossier, hein, ça je trouve quantitativement. En France, on aurait du Technip Energies, quoique Technip c'est très centré sur plutôt du pétrolier et du gazier, enfin du pétrole et du gaz. Là, j'ai l'impression qu'ils font quand même beaucoup de types de projets différents, donc bien diversifié, bon dividende, les multiples sont tout à fait doux et la croissance est forte. Donc pas mal ce dossier. Ensuite, on est sur Verve. Alors Verve, qu'est-ce qu'ils font? Hop, ouais, eux, ils font pareil, ils opèrent dans tout ce qui est pub, hein, donc les solutions d'enchères, etc. En fait, ils aident à optimiser les campagnes marketing, les campagnes de publicité en ligne avec leur IA, leur algo, etc. Bon, pour moi, c'est un marché quand même un peu obscur, un peu opaque, mais bon, on est sur. C'est une boîte suédoise, hein. 426 millions de dollars de market cap, 31% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Et pourtant, on a 7 en VE sur EBITDA, 18 en PE, 3 en price to cash flow. Bon, ça, c'est une boîte de croissance value, quality. Ouais, quality, quoique. Alors, value, les multiples sont très bas, enfin, sont plutôt bas. Croissance qui est très forte. Par contre, la rentabilité, elle n'est pas énorme. C'est un peu la même histoire que pour The Trade Desk. On est sur une boîte qui gagne des parts de marché. Je pense que c'est pour ça que la rentabilité n'est pas exceptionnelle, hein. C'est pas intensif en capital, ce type de métier. Et donc, on pourrait s'attendre à avoir du 12-13% dans les capitaux investis. Là, on n'a que du 8%, mais c'est parce qu'à mon avis, ils gagnent des parts de marché. Avec une croissance aussi forte, je ne suis pas sûr que la pub, la pub en ligne, ça soit avec une croissance aussi forte. Donc, je pense qu'ils gagnent des parts de marché, ce qui va faire que la rentabilité va augmenter. 3 fois les bidas en dette nette, ça fait un peu mal, hein, quand même. Pour une boîte comme ça, un peu de logiciel, pourquoi est-ce qu'ils ont tant de dettes, hein? Alors, à mon avis, il y a un problème aussi sur le fait que la rentabilité est plutôt faible et qu'ils ont une croissance très forte, donc ils doivent s'autofinancer. Donc, ils ne peuvent pas s'autofinancer avec une rentabilité plutôt faible, donc ils s'endettent pour pouvoir financer la croissance. Donc ça, ces éléments sont à vérifier dans le document financier de l'entreprise. Sinon, à part la dette, c'est plutôt pas mal, je trouve. La Française de l'énergie, on est sur une small cap spécialisée dans la production d'électricité. 196 millions de dollars de market cap, 24% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc c'est une croissance qui est plutôt forte, hein. 18 en BE sur EBITDA, 36 en PE, il n'y a pas de free cash flow. Est-ce que c'est un problème? Si c'est ponctuel, c'est pas un problème. Et c'est une boîte qui fait quand même, c'est une petite boîte qui fait encore beaucoup de croissance, donc nécessairement elle passe des capex. En plus, c'est un métier qui est très intensif en capital, donc ponctuellement, ça mange les free cash flow, c'est normal, hein. Faites monter les capex, je rappelle, les free cash flow, c'est cash from operating activities, donc le cash opérationnel, moins des acquisitions d'actifs immobilisés. Donc voilà, c'est ça. Là, ils ont fait des acquisitions d'actifs immobilisés. Autrement dit, ils ont fait des dépenses en capital, et donc ces dépenses en capital ont mangé tous les cash flows opérationnels, voire plus, puisque c'est négatif. Donc, on est ici sur une boîte qui continue à investir pour le futur. Alors, 7% vraiment les capitaux investis, c'est quand même intensif en capital. Moi, ça ne me choque pas d'avoir une rentabilité à ce niveau. Je trouve que c'est plutôt correct. On est à 4,6 en termes de dette nette sur EBITDA. Ça commence à être quand même élevé. Alors, c'est une utility, hein. Ça peut s'embêter jusqu'à 5 fois. Toutefois, on n'est pas sur une mid ou une large cap, là. Donc, c'est une petite boîte. Peut-être que la dette va être un problème, hein. Donc, il faut bien vérifier la trajectoire d'endettement pour cette entreprise. Ça rajoute un risque assez lourd sur le dossier, hein. Donc, méfiance quand même, hein. Et ensuite, on est sur Xylam. Alors, c'est une micro-cap plutôt spécialisée dans la réalisation de dessins animés. On est sur une décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, ça, c'est pas. En général, c'est plutôt moyen, hein. C'est plutôt moyen d'avoir une boîte en décroissance. Le problème, quand on a une boîte en décroissance, c'est que les marges, elles baissent parce qu'on a l'effet ciseau négatif sur le levier opérationnel négatif qui impacte les marges.
Donc du coup, ça se paye rien du tout. Ça se paye 1,3 fois la valeur entreprise sur EBITDA et 1,4 fois les free cash flow. Et on fait une perte nette sur les 12 derniers mois, en tout cas sur décembre 2024. Toutefois, c'est qu'une perte comptable puisqu'on a des free cash flow qui sont positifs. Bon, là-dessus, je ne sais pas ce qu'il y a trop à jouer, hein. On fait, la rentabilité est faible. Il n'y a pas de dette, au moins, ça mérite d'être clair, mais c'est une boîte qui est en train d'être liquidée, je pense. Donc il faut voir. Est-ce qu'il y a un turnaround possible, une recovery possible sur ce dossier? Est-ce qu'ils vont trouver des relais de croissance nouveaux? Sinon, j'ai bien peur que ça soit un value trap. Même si ça ne se paye pas du tout cher, il n'y a pas de catalyseur s'ils ne trouvent pas de relais de croissance. Donc, à bien regarder ce dossier. En plus, c'est une microcap, donc il faut vérifier dans le microcap, surtout l'alignement des intérêts avec le majoritaire. Est-ce qu'il y a des conventions réglementées, etc. Qui possède le capital? Est-ce que le manager a le main libre pour prendre des décisions qui pourraient impacter les minoritaires sans problème? Voilà, ça, il faut bien les regarder. Voilà pour cette revue. Donc, il y a des dossiers intéressants. Plutôt, alors, ce dont je serais plutôt à l'écart, mais c'est que mon avis, ça n'engage que moi et vous faites ce que vous voulez. Sartorius, je serais plutôt à l'écart. Xylan, je serais plutôt à l'écart. Sinon, les autres dossiers, ça m'a l'air plutôt pas. Enfin, Berkshire aussi, hein, je serais plutôt à l'écart, c'est un peu trop cher. Voilà. Après, vous avez des dossiers croissance, donc Applied Material, Trade Desk, Verve Group, ça c'est de la croissance. Vous avez des dossiers GMM Value. Alors, SES, c'est plutôt risqué en termes de value. Croissance Gartner aussi, hein, bien évidemment. Verve Group, ouais, c'est croissance, ça aussi, c'est croissance value même. La Française de l'énergie, c'est croissance, mais attention à l'endettement. J'espère que cette analyse vous intéresse. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.